Donc cet après-midi, j'ai le plaisir d'accueillir le prochain orateur, qui est Philippe Archambault. Philippe Archambault est professeur à l'Université de Québec à Rimouski. Alors, il a fait son doctorat au Canada, à l'Université Laval en 1998. C'est un spécialiste des écosystèmes benthiques, et en particulier de leurs perturbations par les perturbations naturelles et anthropiques, comme il va nous l'expliquer. Voilà. Merci, Philippe. Merci beaucoup, Édouard. Merci beaucoup, Marcel, de cette invitation dans ce temple du savoir français. Donc, c'est vraiment un honneur d'être ici aujourd'hui. Ça va changer un peu le contexte des présentations de ce matin. On va discuter davantage de l'écologie. Comme vous le savez, juste quelques mentions d'articles scientifiques ici dans Science et dans Nature qui montrent clairement que la communauté scientifique s'entend pour dire qu'il y a bel et bien une diminution de la biodiversité dans la majorité des océans autour de notre planète. Ce qui est important de savoir, c'est que cette biodiversité-là, donc il faut comprendre aussi quelles sont les causes de cette perte de biodiversité, mais aussi quels vont être les impacts de la perte de cette biodiversité. Donc, un point tel que cette perte de biodiversité-là dans la plupart des océans est importante, l'ONU a créé en 2012, en avril, une plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. Donc, en anglais, le IPBES, qui est je dirais un peu le penchant du GIEC pour les changements climatiques. Donc, avec vraiment pour but d'améliorer l'interface entre les connaissances scientifiques et les décisions politiques sur les enjeux de la biodiversité. Donc, beaucoup de scientifiques en écologie s'entendent à dire que cette perte de biodiversité-là pourrait avoir un effet majeur, éventuellement même sur l'humain. À ce titre, j'ai été demandé justement pour écrire un chapitre de livre sur la biodiversité des océans arctiques pour cette plateforme intergouvernementale. Donc, la biodiversité, on le sait qu'elle diminue, ainsi que les services écosystémiques. Les gestionnaires ont besoin de plus d'informations crédibles et aussi la plupart des pays ont des obligations nationales et internationales, comme la Convention de la biologique de la diversité ou encore une des nombreuses résolutions des Nations unies, la 61-105, sur les coraux d'eau froide et leur conservation. Donc vraiment, la biodiversité vient de prendre son élan au niveau international à ce niveau. Mais qu'est-ce que la biodiversité? C'est un mot qui est apparu en 1986. Et pour être sûr qu'on a tous la même définition dans la suite de la présentation, c'est important que je la définisse. Donc, elle a été vraiment définie selon la Convention de Rio en 1992, étant la biodiversité biologique signifie la variabilité parmi les organismes vivants de toute origine, les écosystèmes terrestres, marins et aquatiques, de même que les complexes écologiques desquels ils font partie. Cela inclut la diversité à l'intérieur des espèces, entre les espèces et des écosystèmes. Si vous la lisez plusieurs fois, vous allez voir que c'est presque la définition de l'écologie. C'est très, très large, ça peut prendre toutes les directions. Donc, mais par contre, pour la présentation, il y a vraiment 3 éléments à la biodiversité. Donc, le premier élément, c'est la diversité génétique, la diversité des écosystèmes, donc les différents écosystèmes que notre planète et que nos océans renferment, et ainsi que la biodiversité des espèces. Dans le cadre de la présentation, vraiment, je vais me contenter de discuter de la biodiversité des espèces ici. Donc, il y a eu un rapport, le Millennium Ecosystem Assessment en 2005, où des gens, autant en sociologie que aussi des économistes, ont réalisé que la biodiversité pouvait être importante pour les services à l'humain et même pour les conditions de bien-être de l'humain. Et ce tableau est tiré de ce rapport. Donc, le fonctionnement des écosystèmes est ici, vraiment dans cette case ici, et c'est l'endroit que la majorité des écologistes vont travailler. Donc, le nombre d'espèces et des espèces vont avoir une importance donc, dans leur rôle dans l'environnement. Donc, par exemple, dans le recyclage des nutriments, dans la production primaire. Ce qui va avoir éventuellement un rôle au niveau des services écosystémiques, des services rendus à l'humain. On ne fait penser qu'aux pêcheries, par exemple, comme en haut, donc, vont nous permettre des provisions en nourriture, etc., l'aquaculture. Donc, tous les organismes ont donc des fonctions dans l'environnement, vont permettre des services particuliers, pour éventuellement même augmenter donc ou diminuer dans ce cas-ci, dans certains cas, donc le bien-être des humains. Donc, la prochaine étape, donc, on sait que ça peut avoir un effet direct, tout le monde s'entend en majorité sur le cas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est combien y a-t-il d'espèces sur notre planète dans un premier temps. Donc, on voit ici un article de Appleton en
2012. Je n'ai pas mis tous les auteurs, étant donné qu'il y en a plus de 90. Il y en a peut-être même dans la salle présentement. Donc, ils ont défini donc combien le milieu marin pouvait avoir d'espèces, et leur estimation est autour de 700 000 à 1 million d'espèces marines, excluant les très petites espèces comme les archéas et les bactéries. Donc, on parle ici uniquement des espèces autres que les archéas et les bactéries. Et dans leur estimé, ils estiment qu'il nous reste à décrire entre 1 tiers et 2 tiers de ce million d'espèces-là. Donc, énormément de travail encore à faire. Mais les décrire, c'est une chose. Donc, donner un nom à une espèce, c'est une chose, mais également, il faut savoir son rôle dans l'environnement. Donc, comme je mentionnais, cet estimé, c'est uniquement donc ce groupe-là. Et vous voyez donc la diversité de la vie ou des organismes qui n'est encore très peu explorée et qui n'est pas considérée dans ce million donc qu'on retrouvait dans les océans. Il y a des travaux de Galland en 2006 et en 2008, vraiment sur les archéas, et qui montrent que les archéas incluent divers taxa qui jouent un rôle clé dans le fonctionnement de l'écosystème arctique, donc dans les processus bio-géochimiques. Donc, très important, et c'est encore un groupe trop peu étudié pour bien comprendre leur rôle dans l'environnement. Il y a de très bonnes études, mais il y a encore énormément de place pour développer ce domaine. Et ce qui est la même chose au niveau des bactéries aussi. Donc, jusqu'à maintenant, on décrit énormément. Et j'ai encerclé le mot animalia. Ce matin, il y avait une très bonne présentation, on montrait des espèces charismatiques. C'est souvent l'image qu'on a. Et vous voyez donc les mammifères marins et tout se situe uniquement ici par rapport à tout le règne des organismes ou des animaux vivants. Nous sommes à l'échelle planétaire. Si on va maintenant au niveau arctique, donc Payers en 2013 avec le Arctic Biodiversity Assessment, ainsi que moi et une équipe de Canadiens, on a recensé la biodiversité des océans sans les archéas et encore les bactéries. Et on arrive à un nombre autour de 5 885 espèces en Arctique. Ici, j'ai fait une pointe de tarte pour montrer l'importance de chacun des groupes. Encore une fois, comme j'ai mentionné, les archéas et les bactéries ne sont pas inclus. Mais on voit que les mammifères marins, donc les espèces très charismatiques qu'on est habitué de voir, représentent 0,5 % de la biodiversité arctique, donc du nombre d'espèces. Les poissons, autour de 3 % les invertébrés, 66 % et les algues, micro- et macroalgues, autour de 30 %. Donc, mais encore une fois, les bactéries et les archéas n'étaient pas inclus. Ici, c'est une estimation de Connie Lovejoy sur, en Arctique, combien il pourrait avoir ce qu'on appelle d'équivalent d'espèces ou, pardonnez-moi, d'unités taxonomiques opérationnelles, des OTU, donc pour le phycoplancton, donc dans la colonne d'eau. Et on arrive à environ un estimé, lorsqu'on additionne les colonnes, autour de 54 000 espèces. Donc, plusieurs ordres beaucoup plus supérieurs aux 7 585 espèces qu'on a recensées jusqu'à maintenant pour l'Arctique. Dans un effort de mieux comprendre au niveau pan-arctique, on a récolté des bases de données de 8 différents pays, avec tous les chercheurs ici. Donc, un effort considérable de mettre en commun les données de chacun des chercheurs qui est sur votre laptop ou sur votre ordinateur et l'emmener dans une base commune. C'est bien d'avoir les métadatas, mais les données brutes, c'est souvent beaucoup plus ardu à récolter. Donc, avec Dieter Pippenburg, on a donc réussi à collecter des données de tout cet ensemble de personnes-là. Donc, vraiment une collaboration internationale pour l'année internationale polaire. Et on a voulu estimer, dans un premier temps, de façon standardisée, avec les mêmes méthodes, la plus similaire possible, pour tous les écorégions de l'Arctique ici, on a voulu estimer ce qu'on appelle les courbes de raréfaction d'espèces. Donc, tout simplement pour bien expliquer, le nombre d'échantillons ici, on avait plus de 4000 échantillons. Donc, les différentes couleurs représentent les différentes écorégions. Et ici, donc, c'est le nombre d'espèces qu'on trouve à chacune de ces régions-là. Éventuellement, si la courbe atteint un plafond, c'est qu'on a atteint la limite un peu de découvrir des nouvelles espèces. Donc, et on voit que chacune des courbes est encore en ascension. Lorsqu'on atteint un plateau, c'est que ça nous prend énormément d'échantillons nouveaux pour découvrir une nouvelle espèce. Dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. On voit que tous les courbes, quelle que soit l'écorégion de l'Arctique, encore énormément à découvrir. Seulement chez les mollusques, les échinodermes, qui sont les étoiles de mer, les annélides, qui sont des vers marins, et les arthropodes, donc crustacés, etc., qui vivent sur le fond marin. On a seulement les organismes vivants sur le fond marin ici. De 300 à 500 mètres, on avait plus de 2600 espèces. Et l'estimation, donc lorsqu'on projette ces courbes, on arriverait environ à 4600 espèces. Donc un nombre vraiment important. Et si vous regardez
on est presque le double, donc on tombe dans la zone de 1/3 à 2/3 que Appleton a mentionné précédemment, qui nous resterait à décrire entre 1/3 et 2/3. Nous, on arrive autour de 50% encore à décrire et à découvrir pour l'Arctique, pour ces grands groupes-là ici. Si on y va de façon un peu plus spécifique, encore de cette comparaison pan-arctique, cette fois-ci, c'est la richesse spécifique, le nombre d'espèces attendues dans les différentes écorégions qu'on voit ici. Et vous allez voir, je vais faire un lien éventuellement avec, donc on a l'Arctique ici avec le Groenland, pour bien situer tout le monde. Et cette fois-ci, on a retiré les polychètes parce que beaucoup d'écorégions n'avaient pas identifié ce groupe de vers marins. Donc cette fois-ci, on a seulement pour les 3 groupes. Donc on avait 1467 espèces dans ce recensement. J'attire votre attention dans un premier temps sur l'est du Groenland où on a seulement recensé 45 espèces, donc ici. Si on regarde plutôt la mer de Barents, près de 600 espèces, donc la colonne plus foncée, gris foncé, représente les espèces observées, donc dans nos bases de données. Les colonnes blanches, donc, qui sont ici, c'est ce qu'on appelle l'indice KO, donc KO2, qui est un indice qui est un peu l'image serait si vous étiez capable de absolument tout échantillonner, quelle serait votre prévision du nombre d'espèces que vous allez découvrir si vous aviez la chance de tout échantillonner, ce qui était possible. Je vous rappelle qu'ici, ce sont que les espèces vivant sur le fond marin et seulement 3 des groupes. Donc, et on voit que certains endroits, comme la mer de Beaufort, il y a encore excessivement un grand nombre d'espèces à découvrir, la mer de Barents aussi, etc. Donc, beaucoup d'endroits, sauf encore la zone du Groenland. Petit, non pas problème, mais petite limitation de cet indice, c'est que ça nous prend quand même un grand nombre d'échantillons. Et vous allez voir que peut-être les observations qu'on a ici de 45 peuvent être biaisées. Juste avant de passer à la prochaine diapositive, donc juste pour identifier, c'est qu'on tombe environ à 28% d'espèces encore à découvrir dans ces groupes. Encore une fois, on est près du 1/3% que Appleton a démontré. Donc ceci, c'est la même carte que précédemment, donc dans le coin, on a donc l'Arctique. Tous les points rouges représentent les échantillons qu'on a réussi à mettre en commun avec toute l'équipe internationale. Tous les zones, ce sont des écorégions. Et j'attire votre attention sur l'est du Groenland, où on a réussi à récolter seulement 19 échantillons à travers donc, nos contacts et cette collaboration internationale. Donc, bien entendu, plus on va avoir d'échantillons, comme la mer de Barents, on avait près de 1800 échantillons, nécessairement, on a plus de chances de découvrir plus d'espèces. Donc, peut-être que notre estimé pour l'est du Groenland est un peu affecté par le faible nombre d'échantillons. Et vous allez voir, du côté canadien, en général, ça s'est amélioré énormément grâce à ArcticNet au cours des dernières années, mais on voit quand même qu'il y a encore beaucoup de travail à faire d'aller chercher des nombres similaires à ce qu'on retrouve du côté donc européen, sauf peut-être pour la mer, la White Sea ou la mer Blanche. Fait assez intéressant aussi, c'est cette zone-là ici. L'archipel canadien n'a pas pu être utilisé parce qu'on avait moins que 19 échantillons, et c'est la limitation de ce type d'analyse de prédiction du nombre d'espèces. Donc, ceci était pour l'année polaire internationale. Présentement, on a dépassé ce nombre, hurrah, et puis donc on va refaire les analyses pour voir. Et petite anecdote, lorsqu'on s'est mis à échantillonner cette zone, avec un ami, un collaborateur, on a découvert une nouvelle espèce qu'on a un ver annélide, donc un ver polychète, qu'on a appelé Streptospinigera. Je ne dirai pas le nom ici latin, pas latin, pardon, le nom inuit qui est écrit ici. Et vous voyez, on a nommé cet animal à partir d'un outil traditionnel, vous voyez la forme de l'outil, qui servait aux Inuits à faire des trous dans les eaux, donc un peu une forme, lorsque vous avez déjà vu, pour partir un feu, donc un peu comme une arc, et on tourne rapidement pour perforer. Donc, il utilisait ce type d'outil. Et la forme ici correspond exactement à la forme qui est ici, qui est un des critères majeurs pour identifier cette espèce. Donc, petite anecdote. Donc, dès le moment qu'on commence à vraiment échantillonner l'archipel canadien, on commence à découvrir des nouvelles espèces. Aussi, à ce titre, on a une nouvelle famille d'Antheropneus, donc jamais découverte par aucun scientifique, qui est en cours de description, qu'on a découvert il y a quelques années. C'est excessivement long, donc, cette description-là. Donc, on a passé de l'échelle planétaire à l'échelle arctique, et souvent, notre impression de la biodiversité, c'est toujours plus faible, donc il y a moins d'espèces en Arctique que dans les régions tropicales. Je vous l'accorde pour la majorité des grandes espèces. Par contre, lorsqu'on utilise une méthode très, très standardisée, c'est ce qu'on a fait
pour les 3 océans bordant le Canada. Ici, je spécifie que c'est les zones économiques canadiennes, ce n'est pas tout l'océan Atlantique, hein, c'est vraiment la zone économique canadienne. Et on a récolté des échantillons de plusieurs groupes de recherche. Et j'attire votre attention sur le phytoplancton ici. Sans la baie d'Hudson, on a près de 1002 espèces de phytoplanctoniques uniquement en Arctique canadien. 626, 482. Donc, on voit que le phytoplancton est beaucoup plus diversifié que dans l'Atlantique et que dans le Pacifique, pardon. Surprenamment, alors qu'on pourrait s'attendre à l'inverse dès le départ. C'est la même chose pour ce qu'on appelle l'endofaune. L'endofaune, c'est les animaux vivant à l'intérieur des sédiments, donc sous les sédiments. Et on voit que pour 53 mètres carrés, donc 53 mètres carrés, c'est environ la moitié de la salle ici. Et je vous rappelle que l'Arctique canadien, si je mets l'ouest de l'Arctique canadien sur la ville de Londres, l'est de l'Arctique canadien correspond à Bagdad. Donc, 53 mètres carrés qu'on a réussi à récolter jusqu'à maintenant seulement, et on avait près de 1033 espèces. Et lorsqu'on va aussi au niveau de l'Atlantique, beaucoup plus de sédiments récoltés. On identifie les animaux vivant à l'extérieur, et on voit qu'il n'y a quand même pas une immense différence pour un effort d'échantillonnage vraiment majeur. Lorsqu'on tombe, par contre, sur les espèces plus charismatiques, les poissons ou les mammifères marins, je vous l'accorde, on a moins d'espèces de mammifères marins et de poissons comparativement aux zones économiques canadiennes de l'Atlantique et du Pacifique. Par contre, lorsqu'on fait vraiment la somme de tous ces groupes, il y en a plusieurs autres que je ne présente pas ici, pour être plus bref, on voit quand même que la différence n'est pas énorme entre les 3 parties canadiennes des océans. Donc, localement, en général, l'Arctique est plus diversifié que ce qu'on pourrait s'attendre dès le départ. Bien entendu, les microbes n'étaient pas inclus dans notre analyse. Maintenant, on va tomber plus dans le fonctionnement de l'écosystème. On sait au niveau planétaire, au niveau arctique, au niveau même canadien, combien on peut avoir d'espèces. Maintenant, essayons de voir le fonctionnement. Quel est le rôle de ces espèces dans l'écosystème? Donc, la plupart des espèces que je vous ai présentées jusqu'à maintenant, ou les grands groupes les plus nombreux, se situent toujours au début de la chaîne donc trophique, donc toutes ces petites espèces ici. Et par la suite, donc les niveaux supérieurs, donc tous les mammifères, et un chaînon clé ou une espèce clé dans le système arctique est ce qu'on appelle la morue arctique. Vous voyez, presque tous les flèches finissent par converger à un certain point vers la morue arctique. Donc, éventuellement, on a l'humain au haut de cette chaîne alimentaire. Donc, juste pour bien comprendre comment fonctionne le système arctique au niveau de l'écologie et voir ses conséquences des changements climatiques, Wassmann a fait un superbe travail dans le Progress in Oceanography. Ici, on a donc le couvert de glace. On a eu de très bonnes présentations ce matin aussi qui montraient l'influence du couvert de glace et on voit qu'il a diminué. Hein? Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Le couvert de glace a diminué à travers le temps. Donc ici, on a donc le couvert de glace, les différents mois de l'année avec le soleil. Et j'attire votre attention, sous la glace, il y a ce qu'on appelle des ailes de glace qui se développent lorsque la lumière est assez importante et que le couvert de glace permet la pénétration de la lumière à travers de la glace. On a un développement. On a aussi un développement du phytoplancton. Et éventuellement, en rouge ici, on voit c'est le zooplancton qui consomme et on a donc de la matière moins fraîche qui va sédimenter vers le fond. Donc, dans le jargon de on appelle ça donc le couplage pélagos-benthos, donc le couplage entre la colonne d'eau et le fond. Et comme je suis quelqu'un qui travaille surtout sur l'organisme vivant dans le fond, c'est la partie qui m'intéresse le plus. Donc, combien de cette matière va tomber vers le fond? Et où ça que Wassmann emporte l'hypothèse qu'il y en a beaucoup qui tombent lorsque la saison est relativement courte d'ouverture de glace. Lorsque le couvert est plus mince et que la saison est plus longue, donc on voit que les ailes de glace vont être pour une plus longue période se développer, mais Wassmann amène l'hypothèse qu'il va avoir un export moins important vers le fond avec une ouverture, donc une période sans glace beaucoup plus longue. Par contre, Risgaard et Glunt en 2007, pour un fjord du Groenland, il y a le Yongsund, on a ici un peu la même image, donc la période sans glace. En vert, c'est le phytoplancton, donc les cellules phytoplanctoniques dans la colonne d'eau, et on voit qu'il y en a énormément et que les copépodes, donc en orange, vont suivre la même courbe et il va y avoir une exportation vers le fond avec les protozooplanctons, donc des petits organismes qui ne changent pas vraiment à travers le temps, un petit peu. Ce qu'ils ont observé, Risgaard, c'est que lorsque la période devient plus longue, un peu contrairement à ce que Wassmann amène comme hypothèse, on voit plutôt l'inverse. On a un très gros bloom phytoplanctonique, donc beaucoup de phytoplancton, mais un décalage ici dans la courbe orange, qui est le zooplancton, la biomasse. Ce léger décalage-là permettrait d'avoir un export sur le fond
beaucoup plus important, donc les organismes vivants au fond, recevant plus de nourriture, plus de matière organique, et donc pouvant en profiter. Et avec le protozooplancton, donc, qui se développe énormément, mais plus tard en saison. Pour appuyer cette seconde hypothèse, des travaux très récents de Boetius en 2013 ont observé dans le bassin central arctique, donc, un très fort apport d'algues de glace et de cellules phytoplanctoniques vers le fond, à plus de 3500 mètres jusqu'à 4400 mètres. Et on voit ici cette image-là, ici, c'est la glace est en haut, et ce sont des filets de l'espèce Melosira, donc des algues de glace, très bien fixées à la glace. Et lorsque la déblaque arrive, ces cellules vont sédimenter au fond, et ils ont observé leur maximum, c'est 156 grammes de carbone par mètre carré. Donc, c'est énorme. Dans les endroits où il y en a énormément de l'Arctique, on parle un peu la mer de Beaufort à certains endroits. Si je me rappelle bien, c'est autour de 80 grammes de carbone par mètre carré. Donc, vraiment énormément qui ont observé par plus de 4000 mètres de profond. Donc, et leur moyenne était de 9 grammes de carbone. Ici, donc, on voit les algues de glace. Ils ont observé des disques de plus de 50 cm d'algues provenant de la surface par près de 4000 mètres de profond. Et ici, on voit des holoturies, donc des cocombes de mer, qui se dirigent directement vers ces amas et vont en profiter. Donc, pour encore appuyer ceci avec plusieurs collègues et amis français, donc on va soumettre cette semaine un article. J'ai marqué soumis parce qu'on devrait le faire cette semaine dans Ecology Letter. On a utilisé des analyses sclérochronologiques, donc avec Frédéric Olivier, Julien et puis Laurent Chauveau, donc, qui sont, je crois, dans la salle. Donc, on a pris un bivalve qu'on appelle l'Astarte moerki, qui est une espèce longevive qui vit plus de 103 ans. Donc, on a ici l'espèce. On fait une coupe qu'on voit ici, et chacune des lignes blanches ici sont des arrêts de croissance. Donc, durant la saison hivernale, il y a moins de nourriture, il y a une forme d'arrêt de croissance, et entre deux lignes, donc, c'est la croissance de l'animal, sa croissance annuelle. Donc, en utilisant ces croissances-là, on peut évaluer, donc on vient de parler que l'espèce vivait plus de 103 ans. Donc ici, la courbe noire représente les anomalies de croissance. Donc lorsqu'on est au-dessus de zéro, l'espèce a une très bonne croissance. Lorsqu'elle est en bas de zéro, elle a une moins bonne croissance. Donc on voit juste ici dans les 10 dernières années, autour de 2001 à 2010, donc vraiment des anomalies de croissance positives. Donc l'animal, même s'il est plus vieux, grandit plus rapidement qu'à d'autres périodes. Et on a montré que ceci c'est un coefficient de corrélation de Pearson qui montre que les indices de croissance standardisés, donc ces indices-là, selon positifs ou négatifs, étaient reliés à des indices climatiques comme la NAO ou la AOO de 1950 à 2010, avec vraiment quand même une bonne corrélation ici. Donc, mais cette corrélation-là est négative. Une des raisons pourquoi un bivalve pourrait grandir plus vite, c'est premièrement la température de l'eau. La température ne semble pas avoir changé par près de 600 mètres. Je vous rappelle que c'est des organismes qu'on a récoltés à 600 mètres de profond dans la Polynésie du Nord. Et ceci, c'est sa diète. Donc, on a pris les tissus de l'animal et on a regardé ce qu'il pouvait avoir mangé. Et je n'irai pas dans le détail donc, des marqueurs trophiques, mais vraiment, on voit que la partie de sa diète, ce sont des organismes vivants en majorité, donc des microalgues exportés de la partie pélagique vers donc, ce qu'on appelle la zone euphotique, où il y a toujours de la lumière, vers le fond à plus de 600 mètres. Donc, le bivalve s'alimente vraiment de ce qui se passe à la surface. Je venais encore appuyer l'hypothèse de Ridsgaard, donc que durant présentement, même s'il y a des périodes sans glace, ça favorise les organismes vivants au fond. Donc, encore pour venir encore appuyer cette tendance, donc c'est des données de Simon Bélanger, Marcel et puis de Jean-Éric Tremblay. Ici, c'est la tendance de la production primaire à l'échelle de la Polynésie. L'étoile représente où on a récolté les bivalves que vous venez de voir avant. Et ce qu'on voit, donc, lorsqu'on est en rouge, c'est qu'on est dans le bloom de phytoplancton est supérieur à ce qu'on a sur une série de 13 ans de données satellitaires. Et lorsqu'on est en bleu, c'est plutôt l'inverse. Donc, il y a moins de production en général. Et on voit qu'au mois de mai, donc, on a plus de production dans la Polynésie, donc un bloom beaucoup plus précoce avec le temps depuis les dernières années. Par contre, au niveau même du mois de juin et du mois de juillet, c'est l'inverse qu'on observe. On a moins de production dans la Polynésie. Par contre, vous regardez s'il y a un peu de rouge et un peu de rouge, là, il semble avoir une production est décalée et remontée un peu plus vers le nord, donc des conditions de glace différentes qui emmènent un bloom un peu plus nordique. Et ceci vient encore appuyer donc l'hypothèse de Ridsgaard.
Donc, juste pour bien illustrer ces quelques diapositives, on le sait qu'il y a une diminution du couvert de glace. On pourrait s'attendre à une augmentation du phytoplancton. Ce n'est pas le cas. Hein. L'image, c'est qu'on aurait plus de phytoplancton. Le zooplancton ici consommerait, donc pour ça qu'on a le signe plus qui consommerait le phytoplancton. On a moins de phytoplancton au fond et on devrait avoir plus de détritus vers le fond. Donc ça, c'est l'hypothèse de Wassmann et plusieurs autres. Ce n'est pas ce qu'on a observé. On a vraiment plutôt observé au niveau de l'Apollinie une diminution de la production primaire. Par contre, il y a plus de phytoplancton qui se rend sur le fond, donc avec une augmentation de la croissance des bivalves, par exemple. Et on pourrait s'attendre à plus de phytoplancton. Il nous reste à explorer ce volet ici. Par contre, on a vraiment un décalage. Notre hypothèse, c'est qu'il y a un décalage temporel, comme Riesgaard l'avance, entre le zooplancton et le phytoplancton, ce qui fait que le zooplancton ne peut pas profiter de cette augmentation de phytoplancton dans la colonne d'eau un peu plus tôt. Et également la dynamique de glace, qui emmènerait plus d'algues de glace vers le fond, tout ça favorisant le benthos. Donc, j'attire votre attention ici sur la tendance de la production primaire à l'échelle pan-arctique. On vient de voir très localement. Donc, il semble avoir une diminution de la production primaire, alors qu'à l'échelle, juste cette ici, c'est toujours des études de Simon Bélanger et Marcel et Jean-Éric, et on voit le rouge. Donc, en général, dans l'Arctique, lorsqu'on est en rouge, on a une tendance à l'augmentation de la production primaire, ce qui va un peu à l'encontre de ce que je viens de vous montrer. Mais localement, on a des zones que c'est totalement l'inverse. Donc, un des défis des écologistes et même de la recherche en sciences marines, du moins des relations à ce niveau-là, c'est de voir les effets locaux ou régionaux versus les effets globaux des grandes tendances. À ce niveau, les grandes tendances, donc si on voit qu'à l'échelle arctique, on a une augmentation de la biodiversité, on voit ici donc une étude qu'on a faite en 2008 dans Ecology. On a la richesse, donc le nombre d'espèces, et on voit cette courbe ici. Donc, et on a une augmentation de la production, donc qui semble atteindre un seuil, le maximum d'espèces à une production intermédiaire et une diminution par la suite. Par contre, ce qu'on observe, c'est que toutes ces données-là sont tous des données où les valeurs d'organismes endophoniques, donc comme je disais tantôt, qui vivent dans les sédiments, donc étaient dans des zones où la salinité était vraiment inférieure. Donc on semble avoir un effet antagoniste de l'augmentation de la production et de certains autres paramètres, comme la salinité, qui viendrait faire descendre cette courbe pour avoir cette forme de courbe en cloche. Donc très, très complexe à comprendre. Plusieurs éléments interagissent ensemble. Une très bonne étude de Beaugrand, donc pour les tendances vers l'Arctique. On a ici la diversité des copépodes qui semble, donc ici, il y a les différentes latitudes. On est au 65e ici, les différentes années. Et on voit qu'en rouge, c'est où il y a beaucoup de biodiversité de copépodes. Et on voit que ça semble augmenter avec le temps, donc vers les latitudes les plus élevées. Quel sera l'impact pour l'Arctique? C'est un domaine très intéressant à vérifier, donc dans ce cas-ci. Une autre étude pour 2 fjords du Svalbard, pour les pourcentages d'algues macroscopiques, on voit que de 1980 jusqu'à 2010, les 2 fjords ont très peu de pourcentage d'algues, jusqu'autour de 1998, où les moyennes augmentent de façon drastique. Et les moyennes d'algues augmentent en pourcentage de recouvrement, mais en plus, ce sont des espèces encroutantes, comme qu'on voit ici, donc elles ne sont pas dressées, pour des espèces érigées, donc à ce niveau-là. L'hypothèse, c'est que tout simplement une augmentation de la température de surface dans les 2 fjords, ainsi que ici des nombres de jours sans glace, qui sont donc en 2010 près de 300 jours. Donc il y a aussi moins de glace, donc moins d'érosion près des côtes, donc permettant probablement à des espèces érigées de mieux survivre. Donc vraiment un changement d'espèces. Au niveau du retrait précoce de la glace, on a cette étude dans la mer de Bering, donc on a un retrait précoce et on va favoriser des petits copépodes qui vont être consommés par ce qu'on appelle le colin de l'Alaska, par des plus petits ici également. Mais on s'aperçoit que lorsque le retrait précoce va favoriser des petits copépodes, il va y avoir une moins grande croissance des organismes ici. Les grands colins vont moins consommer des copépodes, mais consommer, donc faire plus de prédation. Comme ce sont des copépodes ayant moins de lipides, on a donc une période hivernale donc de starvation, pardon, de jeûne. Donc, et on a un moins bon recrutement pour les colins de la première année, ce qui n'est pas le cas donc, lorsque le retrait de la glace va être tardif. Donc, juste pour mentionner, cette pêcherie a une valeur brute de 1 milliard de dollars US par an, et ceci, c'est selon la FAO, Bailey et aussi The Economist, donc un magazine vraiment en économie.
Donc, l'Arctique vit plusieurs pressions, on l'a vu ce matin, on va le voir cet après-midi. Donc, juste la Lois, dans son rapport de 2012, montrait qu'il va y avoir des investissements majeurs en Arctique, près de 100 milliards de dollars. Une des voies, donc, ici, c'est une prédiction pour le transport maritime qui va passer autour de 2040 à l'intérieur des eaux canadiennes, donc beaucoup plus rapide se rendre en Asie, de l'Europe ou de l'Amérique du Nord, et avec les conséquences. Une des conséquences, ce sont les espèces envahissantes, espèces exotiques qui peuvent causer des extinctions à l'échelle globale. Ces espèces arrivent souvent par les eaux de ballast ou par la fixation sur les coques et sont majoritairement des espèces d'algues et d'invertébrés. Ici, on a le port de Churchill qui reçoit énormément de navires provenant d'Europe pour le grain canadien. Donc, à ce titre, on a justement une espèce, donc l'article de Reed, qui montre que cette espèce Neodenticula aurait passé donc, du Pacifique à l'Atlantique, a été découverte dans l'Atlantique en 1999. Deux hypothèses que cette espèce du Pacifique se retrouve dans l'Atlantique. La première, passage par les eaux de ballast, et une deuxième, l'intrusion des eaux du Pacifique. Donc, pour appuyer cette deuxième, on a les études de Tremblay, il y a une affiche, justement. On a ici, donc, en rose, c'est la propagation de l'anomalie nutritive, qui montre l'intrusion des eaux du Pacifique à l'intérieur, donc, des eaux canadiennes ou du nord du Canada pour se rendre jusque sur le long de la côte du Labrador, vraiment appuyant l'hypothèse du passage de cette espèce à travers l'archipel canadien. Donc, juste pour terminer, on voit que les changements globaux ou les pressions humaines vont et modifient la biodiversité et la structure des écosystèmes. Ceci peut modifier le fonctionnement de l'écosystème, avoir aussi des conséquences sur les services écosystémiques, comme on l'a vu pour les pêcheries, et éventuellement vraiment avoir des différentes et modifier la valeur des services, donc monétairement. Donc, c'est important, la partie écologique jusqu'à la partie service à l'humain. Donc, vraiment, en conclusion, il y a 1 tiers à 2 tiers des espèces qui sont à découvrir et nos connaissances sont encore fragmentaires, ce qui rend difficile la détection des tendances et des services écosystémiques. Le monitorage des espèces et du fonctionnement des écosystèmes est crucial si nous voulons informer adéquatement les décideurs. Les changements globaux et les pressions anthropiques augmentent rapidement. Une approche de précaution, si on veut, il faut des mesures de protection efficaces. Les défis sur la biodiversité arctique sont interconnectés à différentes échelles spatiales et ça requiert une compréhension accrue et une coopération internationale comme celle d'aujourd'hui, donc plus importante pour bien comprendre. Vraiment, les limites de la recherche sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes sont repoussées grâce à toutes les nouvelles approches technologiques, la mise en commun de nos bases de données, comme je l'ai montré, qui sont en pleine croissance, il faut continuer. Puis je pense que ces avancées permettront aux chercheurs de développer leur démarche à des hauts niveaux de précision qui n'étaient pas possibles lorsque le terme biodiversité a été même utilisé pour la première fois en 1992. Il n'y a aucun doute que nous avons besoin de nouvelles données. L'Arctique, c'est très grand. Et pour comprendre les modifications biotiques qui influenceront le fonctionnement de l'écosystème et le devenir environnemental et économique de nos nations. Merci beaucoup.